Alors, comme vous le savez, si vous avez vu notre message, aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir une invitée dans notre communauté. Donc, je vais juste vous présenter en quelques mots, et s'il vous plaît, si j'oublie quelque chose d'important, si vous voulez rectifier, n'hésitez pas. Maboula Soumaoro est docteure en civilisation du monde anglophone et elle est spécialisée dans les études africaines-américaines et la diaspora. Alors, je ne sais pas s'il faut dire noire ou africaine. Les deux. On peut Les dire deux. les deux, d'accord. Enfin, je Euh, dis les deux. Vous dites C'est les moi. deux et ça a un sens différent, je crois, Voilà, selon ce voilà. qu'on veut dire. Voilà. J'ai lu votre livre, je sais, mais je ne savais pas s'il fallait que je choisisse. Elle est maîtresse de conférences à l'université de Tours. Je sais que vous avez aussi enseigné à plusieurs endroits aux États-Unis. Peut-être que Oui, vous allez nous en parler. bien sûr. Donc, votre parcours vous a amené à vous déplacer entre le monde universitaire français et américain. Oui. Vous êtes présidente de l'association Black History Month. Donc, ce qui est vraiment très pertinent pour nous, puisqu'on est sur le point de nous engager dans plusieurs établissements, justement, Mhm. dans des activités autour de Black History Month. Donc, voilà, ça va être très intéressant pour nous de voir ce que vous faites. Et cette association est dédiée donc à la célébration de l'histoire et des cultures noires. L'idée donc de rendre plus visible, notamment dans l'espace français, Oui. francophone, français. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'important? Ah oui, et votre livre. Maboula a publié un livre où elle parle de ces questions qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone aux éditions de La Découverte. Nous vous encourageons chaudement à lire. Voilà. Je vous remercie, Edith. J'ajouterai juste que le Ajoutez. livre a été traduit en anglais maintenant et D'accord. s'appelle, je l'ai près de moi, j'ai une copie. Il a été traduit par Kayama Glover. Je ne sais pas si le titre apparaît avec les lettres à l'endroit ou à l'envers, parce que souvent avec les caméras, D'accord. donc c'est Black is the Journey, African and the Name, et avec une traduction de Kayama Glover, qui est aussi docteur et chercheuse, et une préface de Saidiya Hartman. Donc voilà, maintenant le livre est accessible en langue anglaise, ce qui était très important pour moi. D'accord. On rajoutera la couverture là, sur notre diapo. Voilà. Alors, on a prévu un petit peu donc de commencer nous à vous poser quelques questions. Oui. Donc, on a prévu des questions. Pour le public, on vous encourage bien sûr à toute question qui vous vient la poser dans le clavardage, j'ai du mal à dire ce mot. On regardera les questions et on y reviendra quand on aura posé nos questions, je pense, à la fin. Donc, voilà, n'hésitez pas à écrire. Et ensuite, bien sûr, on peut prolonger ça par une discussion plus informelle. Voilà. Alors, c'est moi qui commence, je pense, pour les questions. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler, donc, on a beaucoup parlé dans cette communauté des questions d'identité. Donc, pouvez-vous nous parler de votre identité, comment vous vous présentez, pourquoi? D'accord. Alors, je pense que la question de l'identité est une question qui est complexe et je pense qu'il est primordial d'accepter dès le départ les plusieurs strates, enfin les plusieurs strates, excusez-moi, je vais faire du franglais aujourd'hui. On en fait tout. Voilà, les différentes strates de l'identité. Donc souvent, quand on parle, que ce soit entre nous de manière informelle ou quand on parle même dans les débats publics sur la question de l'identité, dans le mainstream surtout, on a souvent tendance à traiter l'identité comme quelque chose de clair, de net, d'étroit, d'unique. Alors que dans mon cas, en tant que personne, évidemment, et ayant eu l'expérience, menant les expériences que je mène aujourd'hui, les vécus qui sont différents, mais aussi pour avoir étudié la question, eh ben, je n'ai pas de réponse toute faite quant à mon identité. C'est plutôt une agrégation d'identités, donc toujours au pluriel. Et donc, mon identité ou la façon dont je me présente peut se voir modifiée selon l'endroit où je me trouve.
Donc, bien évidemment, si je suis en famille, si je suis dans l'intimité, si je suis avec des proches, enfin, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait besoin de savoir quel est mon petit nom ou quel est mon… voilà. Mais en tout cas, en conversation publique, moi, je pourrais dire aujourd'hui que je m'appelle Maboula Soumaoro, que je suis une femme noire d'origine africaine. J'ajouterais que je suis donc une enfant d'immigrés, que je suis née à Paris, que j'ai grandi en France hexagonale, et que j'ai énormément voyagé, que je continue à voyager, et notamment dans les Amériques et plus précisément ou plus longuement aux États-Unis. Donc, je pourrais également ajouter le fait que je fais partie de cette diaspora noire africaine dont nous allons très certainement parler aujourd'hui. Et puis, je pourrais ajouter plein d'autres choses. Je suis aussi musulmane. Je suis aussi docteur en civilisation du monde anglophone, maîtresse de conférences. Il y a tellement de choses, et il y a tellement de choses qui veulent dire, enfin, qui revêtent un sens différent selon les auditoires, selon les lieux. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en parlant depuis Atlanta, si on me posait la question, même si je sais que là, nous nous retrouvons au sein de votre communauté, mais à Atlanta, je dirais que je suis française et que je suis, où on me demanderait enfin, d'où je viens. En France, est-ce que je dirais que je suis française? Peut-être que dans certains cercles, j'insisterai sur le fait d'être française et de ne pas être une étrangère, malgré les apparences, et là j'utilise le terme au sens littéral, c'est-à-dire la vision, la conception, la perception de mon corps dans l'espace public. Donc quelque chose qui me placerait en dehors de la communauté nationale française à laquelle j'appartiens, pas par choix, pas par amour, pas par envie seulement, mais juste par fait. Factuellement, je suis née en France, je suis née à Paris, j'ai grandi en France et en région parisienne avant de m'exporter de manière très volontaire autre part. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour cette première question, Edith. Et je vous préviens, je suis très bavarde. Donc, il va falloir… Tant mieux, tant mieux. Il va falloir Tant mieux. Non, c'est formidable. La première séance, on avait fait ce petit test de la main là. On avait dit faites le tour de votre main et puis mettez au centre votre nom et 5 aspects de votre identité. Et il y avait des discussions vraiment très intéressantes justement sur le fait que dans ce contexte, on avait mis ça, ailleurs, on a mis autre chose. Il y a des gens qui avaient mis le prénom, d'autres le nom, enfin, le nom de famille aussi. Enfin, bref, c'était… Mais donc, merci encore pour cette réponse. Voilà. Alors, la deuxième question portait sur… était très ouverte aussi, donc vous pouvez parler tout pendant 2 heures. Quelles expériences ont été essentielles dans le développement de votre pensée, de vos recherches? Alors, je dois d'ores et déjà peut-être vous remercier, enfin l'ensemble du groupe, pour les questions que vous êtes en train de me poser et qui sont des questions qui ne me sont pas toujours posées et qui me sont encore moins posées dans un contexte français, mais hexagonal. Donc là, j'ai toujours, je l'ai répété plusieurs fois au cours de cette résidence albertine, mais ce genre de discussion fait partie des discussions qui sont agréables, des discussions qui produisent de la pensée et des discussions qui laissent la place à l'échange et à l'écoute sans hostilité, sans, on va dire, confrontation immédiate, sans face-à-face tendu. Et c'est très, très agréable. Donc, merci pour ça. Donc, les quelques mots que je pourrais dire sur les expériences, sur les expériences qui ont modelé mon vécu, je pense que la première pourrait être l'expérience une expérience d'enfant d'immigré. C'est-à-dire que dès le départ de l'histoire, de mon histoire, il y a 2 lieux. Il y a la Côte d'Ivoire de mes parents et il y a la France hexagonale. Et je pourrais même peut-être multiplier par ces lieux, puisque cette Côte d'Ivoire, donc, elle est située en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a le pays, la Côte d'Ivoire, et le continent africain. C'est-à-dire que d'emblée, il y a cette, on va dire, familiarité avec quelque chose qui est ailleurs, qui est au-delà des frontières hexagonales et qui ne se limite pas à un État-nation, qui ne se limite pas à juste un petit pays. Être ivoirien, c'est aussi être africain, et ces 2 identités ont un sens ou revêtent un sens particulier dans le reste du monde. On peut très bien n'en avoir rien à faire que je sois précisément
de la Côte d'Ivoire. Ça aurait pu être le Mali, ça aurait pu être le Burkina Faso, le Sénégal ou même le Cameroun ou d'autres choses. Mais en tout cas, ça sera toujours associé à l'Afrique, à cet ensemble plus large. Donc voilà, ça c'est une des premières expériences. Dès le départ, il y a Paris, il y a l'Île-de-France et il y a un ailleurs. Un ailleurs d'où viennent mes parents, un ailleurs qui est cultivé par la famille, une sorte de lieu, à mes yeux, à la fois mythique et mystérieux, une sorte de... C'est la maison, c'est chez nous, et c'est à la fois pas chez moi individuellement, même si je suis la fille de mes parents, puisque c'est un lieu que j'ai côtoyé très tard. J'y suis allée voilà, une fois quand je devais avoir 3 ou 4 ans, et après, je n'y suis pas retournée jusqu'à mes 19 ans. Donc, parce qu'on n'avait pas l'argent pour y aller. Et tout à l'heure, donc dans une partie de la discussion qui a précédé l'ouverture de ce Zoom, on parlait de la langue maternelle. Et quand Edith, vous m'avez dit que vos enfants parlaient français, je pense que Frédéric aussi, vous avez mentionné que vos enfants parlaient français, malgré le fait que vous soyez installés depuis si longtemps aux États-Unis. Moi, dans mon cas, je ne parle pas la langue de ma mère. Donc la langue maternelle, elle est pas toujours automatique, elle n'est pas toujours naturelle. Et et je pense que vous deux, vous pourrez témoigner des efforts que cela vous a demandé pour la maintenir. Mais cette langue-là était une langue française, c'était la langue européenne. C'est une langue que moi, je dirais une sorte de langue forte, une langue dominante qui peut ne pas avoir le même statut d'autres langues qui sont issues de communautés qui sont, comment dire, dans un espace ou dans une histoire hiérarchisée, qui peuvent ne pas valoir la peine d'être conservées. Vous voyez, donc, il y a aussi cette expérience, on va dire, du multilinguisme avec une langue que j'ai entendue toute ma vie, donc en l'occurrence le djoula, mais qui m'a échappé. Aujourd'hui encore, c'est revenu bien plus tard. Hein. Je me demande pourquoi je ne parle pas le djoula, alors que j'ai tout le temps entendu cette langue. Pourquoi ne me la suis-je pas appropriée? Pourquoi n'a-t-elle pas, on va dire, coulé naturellement, automatiquement entre moi et ma mère ou le reste de la communauté djoula avec laquelle voilà, j'ai interagi depuis ma naissance à Paris. Maboula, est-ce que c'était une volonté de vos parents par rapport à une intégration? Oui, peut-être. Oui, alors c'est les deux, Karine. Il y a dans un premier temps l'envie, par exemple, très commune chez les immigrés de voilà, avoir des enfants qui sont nés à Paris, voilà, à Paris en plus, c'est pas ailleurs, qui sont nés à Paris, qui vont parler français comme les Français, mieux que les Français, et qui, voilà, au retour, espérer, jamais matérialiser, mais espérer quand même, au retour en Côte d'Ivoire, les enfants auront été bien formés. Ça, je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais je pense qu'en tant que femme, aujourd'hui, enfin, voilà, je me dis comment... Je ne pense pas que le discours officiel qui était absorbé par les parents et qui a été aussi diffusé par la France. C'est-à-dire qu'il y a certaines langues dont il vaut mieux se départir. Il y a certaines langues qui sont présentées comme pouvant empêcher l'intégration ou empêcher la compréhension ou la réussite scolaire des enfants. Donc, il y a ces deux discours, ce qui a été accepté par les parents et ce qui a été diffusé par la France elle-même. Mais maintenant, en tant que femme, se pose la question de comment dire, la perméabilité ou la non-perméabilité de ce discours extérieur. Est-il possible pour une femme seule, et là je parle vraiment voilà, de conditions vraiment concrètes, seule face à son bébé, de lui parler en français qui n'était pas la langue, enfin le français est une langue que ma mère a acquise. Quand elle arrive en France, elle ne parle pas français. Donc j'ai du mal à imaginer une femme face à son bébé qui essaierait de parler une langue étrangère, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a quand même eu de la résistance de la part de ma mère, de la résistance consciente ou inconsciente, et pas de la résistance, non, je veux, comment dire, je veux donner cette langue-là à mon enfant et à mes enfants, mais juste enfin, naturellement presque, je vais parler la langue que je maîtrise le mieux. Donc de ce fait, j'ai toujours entendu parler ma mère djoula, j'ai toujours entendu cette langue. Et à tel point que parfois, il y avait des mots, puisque ma mère parlait avec un accent en français,
Et il y avait des mots, je ne savais pas que c'était des mots, comment dire, français. Je croyais que c'était du djoula. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est quelque chose qui, je pense qu'elle serait un peu gênée que je raconte ça en public, mais c'est la vérité. Ma mère, quand j'étais petite, puisqu'elle était femme seule, elle était très occupée, aujourd'hui j'arrive à comprendre à quel point elle devait être prise et sous pression. Elle disait souvent « fais chier ». Fais chier, fais chier, fais chier. Et elle disait fais chier tout le temps. Et moi, pendant longtemps, je croyais que c'était fait chier, que c'était un mot djoula. Un mot. Voilà, un mot, oui, en un mot. En un mot. Je savais qu'elle le disait quand elle était excédée, quand elle était énervée, mais je ne savais pas encore que c'était, comment dire, je veux dire, un mot familier en français. Donc pour moi, fait chier, je croyais que ça voulait dire quelque chose qui marquait l'énervement, l'agacement en djoula. Donc ça veut dire, je raconte cette petite anecdote pour dire à quel point les barrières linguistiques étaient poreuses. Donc voilà, ça sera un deuxième point. Donc l'expérience de l'immigration, pas de mon fait, mais de venir d'une famille ou d'un couple qui a émigré, l'expérience du multilinguisme et l'expérience liée, je dirais, à la nationalité, la double nationalité, au phénotype et à la race, l'apparence raciale, c'est-à-dire être noir et être noir associé en plus avec mon nom. Je m'appelle Maboula Soumoro, donc une sorte de renforcement de cette identité noire. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait échanger sur le sujet avec Karine, par exemple. Quand vous parlez, si vous êtes issu de la Martinique, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à la Guyane, il peut avoir une apparence physique particulière, mais qui va être en quelque sorte troublée par le prénom, qui peut être, pas nécessairement, mais qui peut être troublé par le prénom et le nom de famille. Oui. Alors que moi, quand j'arrive et que j'ai le corps que j'ai et que je m'appelle Maboula Soumoro, ça y est, la question, elle est réglée. C'est vraiment, il n'y a plus de trouble. Il y a une extériorité immédiate. D'ailleurs, il est immédiat et il est lisible sur le corps. Donc ça, très tôt, il y a eu cette confrontation avec l'explication, on va dire, de la présence de mon corps dans cet espace hexagonal. D'où viens-tu? Oui, tu es noir, tu n'es pas d'ici, tu es, enfin, toutes ces choses-là. Donc ça a commencé très tôt. Et je pense que la dernière expérience que j'aimerais mentionner, c'est celle du voyage et du déplacement. Voilà, le voyage et le déplacement, quand j'ai commencé moi-même à voyager et à voyager dans mes propres directions. C'est-à-dire que ça n'a pas été uniquement le retour au pays de mes parents, même si ça a été la base. À 19 ans, j'ai éprouvé le besoin, le désir d'aller explorer cette terre qui était à la fois connue et inconnue. Inconnue parce que voilà, je n'y avais été que enfant, et même si j'ai gardé quelques bribes de souvenirs, mais à la fois, paradoxalement, familière, puisque à la maison, on était vraiment en Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, je voyais très bien la différence entre tout ce qui se passait au sein du foyer et tout ce qui existait en dehors du foyer, ce qui a rendu la France extérieure à mon foyer très exotique. Enfin, c'est-à-dire que c'est un territoire que j'ai découvert, des paysages que j'ai découverts, de la cuisine que j'ai découverte, enfin voilà, des manières d'être qui étaient complètement différentes de nos manières d'être à la maison. Et donc, voilà, donc, même si ce retour au pays de mes parents a été le premier déplacement, enfin l'un des premiers déplacements majeurs, il y a eu ensuite mes propres pérégrinations et qui m'ont emmené voilà, vers les États-Unis et vers le reste des Amériques et aussi dans d'autres endroits du continent américain, sans parler du continent européen. Donc voilà, l'expérience du voyage, c'est une expérience très, très importante pour moi. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si… alors, mon autre question, donc étant professeur de littérature, je voulais vous demander quel texte, et d'ailleurs, je crois que vous vous intéressez vraiment à un champ très multiple culturellement. Donc, quels sont les textes ou créations artistiques qui ont été importantes ou essentielles également pour vous, qui vous ont marqué? Alors ça, Edith, c'est une question qui… je sais, c'est horrible. Oui, et qui me plonge dans des souvenirs, puisque maintenant…
Maintenant, j'ai davantage conscience des évolutions. Il y a eu plusieurs évolutions. Sûrement. Oui, et heureusement, j'espère qu'il y en aura encore. Mais voilà, quand j'étais petite, plus jeune, on va dire de la primaire jusqu'au collège, lycée, j'adorais la mythologie antique. Vraiment la mythologie gréco-romaine, mais aussi, comment dire, les chevaliers de la table ronde, la mythologie celtique. Vraiment, c'était, alors là, je me permets de me le dire, c'était mon dada. Et je m'amusais à, comment dire, par exemple, dans la mythologie gréco-romaine, je m'amusais à bien retenir les équivalences entre Zeus et Jupiter, voilà, Athéna et Diane, enfin des choses comme ça. C'était, j'adorais ça. Vraiment, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup, comme je l'ai dit, toute la culture et tout ce qui est les légendes celtes. Et voilà, notamment ces chevaliers de la table ronde et voilà, la poursuite du Graal. J'aimais beaucoup ça. J'aimais aussi, quand j'étais au collège, les chansons de gestes. Voilà, la chanson de Roland, mais j'aimais aussi Littérature médiévale. voilà, la littérature médiévale, Tristan et Iseult, je l'ai lu au moins 4 fois, Le filtre d'amour. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce filtre d'amour qui fait que deux personnes ne peuvent pas se décoller. Donc tout ça, ça m'a fait rêver. Oui, je pense que j'aime le côté fantastique, magique, le côté peut-être moins terre à terre et d'un côté donc moins terre à terre, mais aussi qui soulève de véritables questions profondes, existentielles, des questions humaines, des questions la vie, la mort, l'amour, la généalogie, l'ascendance, la descendance, le temps, voilà. Donc j'ai commencé par ça. Après, quand j'ai étudié donc à l'université, j'ai étudié l'anglais. Je me souviens que c'est dans mes premières années d'études que j'ai commencé à lire de la littérature en anglais, donc de la littérature anglophone d'Afrique. Donc Chinua Achebe, c'est le premier auteur africain que j'ai lu en anglais et ça a été un véritable choc. Ça a été un... Mais il y avait quand même une sorte de petit contournement, une sorte de petit détour. C'est-à-dire qu'avec Chinua Achebe, on est au Nigeria. Et quand on lit, par exemple, Things Fall Apart ou qu'est-ce que j'ai lu d'autre? A Man of the People, Arrow of God. Arrow of God, c'est le premier que j'ai lu. Donc, il y a des choses qui commencent à me sentir familières, mais il y a quand même la barrière de la langue. Donc, ce n'est pas tellement chez moi. C'est un peu chez moi, mais il y a l'anglais qui filtre un peu. Et là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment des gens ont parlé depuis leur propre expérience, depuis leur propre existence, depuis leur propre endroit, et qui sont africains et qui sont noirs. Donc, Chinua Achebe, vraiment Arrow of God, je me souviens de cette première lecture. Je me souviens aussi de la littérature américaine. Donc, qu'est-ce qui m'avait plu je ne sais pas, Fitzgerald. On a fait beaucoup The Great Gatsby, mais je ne sais pas si j'ai aimé The Great Gatsby ou je ne sais pas si on l'a étudié plusieurs fois. Donc, au final, on est très familier. Non, je dirais que dans les coups de cœur, ce n'était même pas en littérature américaine, c'était en littérature britannique. Quand j'ai lu Virginia Woolf et Orlando, j'ai commencé par Orlando, ça a été un vrai éveil et un vrai choc. Et justement, dans l'une des éditions d'Orlando, il y a soit une préface ou un épilogue qui parle justement de toutes les strates de l'identité, que l'identité est faite de plusieurs... donc ça, je m'en souviens très précisément. Et j'aimais beaucoup le parcours, donc le panorama littéraire donc qui est réalisé par Virginia Woolf à travers la figure d'Orlando. Mais surtout, je me souviens de ce qui m'avait plu, c'était peut-être la liberté et voilà, cette histoire qui dure des siècles, cette personne qui vit pendant des siècles et surtout cette personne qui change de sexe à un moment. Et ça, c'est comme si je m'étais dit, on a le droit de faire ça. Enfin, voilà, on a le droit de faire ça, on a le droit d'imaginer ça, on a le droit d'écrire ça.
Donc, Orlando, vraiment, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée et intéressée. Et ensuite, après, il y a eu évidemment aussi, de par ma spécialisation, à partir de la maîtrise, toute la littérature africaine-américaine, tous les grands classiques. Oui, donc, vraiment, en commençant par Richard Wright, par exemple, de manière très classique, en lisant un peu plus tard Toni Morrison. Et là, c'est un autre monde qui s'ouvre. Voilà. Mais là, on arrive dans la lecture plus consciente, pas seulement les programmes scolaires, mais ce que je choisis. Et à partir de là, et ça correspond au moment où je commence à aller aux États-Unis régulièrement, à étudier aux États-Unis. Et là, je rentre dans la littérature des Amériques et de la Caraïbe. Et là, c'est vraiment, par exemple, quand j'ai lu 100 ans de solitude, par exemple, ça, c'est un roman qui est tellement plein de vie, qui est tellement plein de... alors, on parle de réalisme magique, mais certains critiques et certains auteurs rejettent cette appellation. En tout cas, cette description de la vie et cette vitalité qui est tellement pimpante et qui est tellement, pour moi, à l'image des Amériques. Voilà, c'était des romans qui m'ont ouvert des possibles, en fait. Et voilà, donc que ce soit 100 ans de solitude, et après que ce soit Glissant, que ce soit Marie Scondé. Voilà, Glissant, j'ai commencé par le IVe siècle, par exemple. Et le IVe siècle, qui est un roman, après, bien sûr qu'il y a tous les traités, mais le IVe siècle, qui est un roman, en termes de narration, encore une fois, il m'a ouvert des champs de possibles. C'est-à-dire, voilà, décréter que la Martinique a 4 siècles, que l'histoire commence au moment de la débarcation des bateaux négriers par des esclaves, voilà, les marrons, ceux qui sont restés sur la plantation, les frontières qui ne sont pas si strictes et pas si étroites entre ces deux visions de l'expérience des esclaves sur l'île, les générations, enfin... Ah non, voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis voilà, Marie Scondé aussi, que j'ai beaucoup aimé, Césaire, que j'ai absolument pas compris la première fois que j'ai lu. J'ai commencé par le cahier d'un retour au pays natal, et je me suis dit, mais alors, j'en entends parler, mais je ne comprends rien, je ne comprends pas cette langue. De quoi parle-t-il? Il y a trop de noms, il y a trop de lieux, il y a trop de mouvements, il y a trop... Mais une fois qu'on commence à cartographier, une fois qu'on commence à être davantage familier ou familière avec ces lieux, avec ces évocations, on se dit, c'est de la... Enfin, je veux dire, le cahier est tout simplement magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, c'est des expériences de lecture qui m'ont touchée. Et j'ai oublié de mentionner que même si c'était au moment de mes années universitaires en France, c'est encore un livre de littérature britannique. Et Les Hauts de Hurlevent, jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes romans préférés. Et c'est l'un des romans, je pense qu'il reste préféré parce que ça a été une véritable surprise. Quand je l'ai lu, pour moi, c'était un livre qui était au programme. On faisait donc de la littérature britannique classique du 19e siècle et je ne m'attendais pas à autant d'intensité. Et j'ai vraiment été surprise, époustouflée par cette intensité qu'on trouve chez les sœurs Brontë en général, mais dans ce roman, Cathy et Heathcliff sont deux fous. et voilà, ça a aussi été un livre qui m'a montré la possibilité de la... Oui, je n'ai pas d'autre mot que de l'intensité. Essayer de rendre une intensité de la vie, de la mort, de l'amour, et voilà, et que ce soit voilà, ces sœurs-là, avec ce vécu-là, qui écrit des pages aussi brûlantes. Non, voilà, ça, c'est un livre qui m'a marqué. Après, depuis, je ne sais pas, je lis tous les jours, donc je ne sais même pas quoi. Ça se trouve, quand on aura terminé la conversation, je vais me dire, mais je n'ai pas mentionné cette livre. On pourra continuer. On pourra continuer, mais voilà. Merci beaucoup. Et surtout que la littérature n'était pas ma spécialisation. Moi, j'étais en civilisation. Mais j'ai toujours aimé la littérature, même en français. Enfin, Alors, merci Maboula pour merci beaucoup. Littéraire. Et puis maintenant, on va revenir à une question qui est peut-être très actuelle.
Que pensez-vous de la controverse au sujet du mot race et de la Constitution française? Vaste question, Frédéric. Merci pour cette question. Alors, la controverse, peut-être qu'on devrait commencer par la définir, c'est-à-dire qu'il y a en ce moment, depuis la France hexagonale, une sorte de, je ne sais pas moi, une levée de bouclier contre ce qui constituerait un soi-disant retour de la race, retour de la racialisation, retour même du racialisme, diront certains et certaines, qui placerait la France, donc on va dire d'aujourd'hui, la France hexagonale de 2022, comme ayant été, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais ayant été tranquillement en dehors des considérations raciales, en dehors de ces processus de racialisation, et qui aujourd'hui se verrait confronté à des mouvances qui remettraient la question raciale au centre du débat, ou en tout cas qui l'intégrerait au débat. Et de ce fait, on a eu un activisme qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a mené à des discussions parlementaires autour du retrait de la catégorie race de la Constitution française. Ce qui, on l'oublie souvent, ce qui n'est pas encore ce qui n'a pas encore eu lieu. Enfin, je veux dire, il y a tout un processus. On ne modifie pas la Constitution comme cela, mais aujourd'hui, on aime dire oui, le mot race a été retiré de la Constitution. Non, le mot race n'a pas été retiré de la Constitution, mais en tout cas, il est question d'entamer le processus qui, à terme, retirera ce mot. Donc, voilà, ça, c'est la définition et c'est ma façon de poser les termes du débat. Ce qui m'étonne et ce qui m'effraie, c'est peut-être le déni ou même le négationnisme. Je pense que je parlerai même de négationnisme. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que l'on m'explique à quel moment la question raciale a été retirée ou n'a plus eu son importance dans les fonctionnements de la France en tant que République et en tant qu'État-nation. Donc, poser un silence sur le mot race, retirer le terme de la Constitution à un moment donné, à quoi ça sert et à quoi ça servirait? Quel est le but qu'on essaye d'atteindre? Est-ce que le but, c'est de vraiment, donc quand on parle de race, on parle évidemment de racisme aussi, c'est de lutter contre le racisme ou est-ce taire le racisme? Est-ce que retirer le mot effacera les occurrences? Donc, on peut, et on sait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, évidemment qu'il y a une gêne française autour de ces classifications raciales, ou parfois, par pudeur, on utilise le mot ethnique. On va souvent dire, en France, on ne parle pas de race, on parle d'ethnicité, de groupe ethnique. Oui. Excusez-moi, j'en ris, parce que c'est tellement ridicule et c'est tellement hypocrite, puisque l'ethnicité, par exemple, j'utilise souvent cet exemple. Quand on dit, oui, nous, on parle de personnes ethniques, est-ce qu'on est en train de parler des Bretons? Est-ce qu'on est en train de parler des Corses? Est-ce qu'on est en train de parler des Occitans? Est-ce qu'on est en train de parler des Djoula, des Wolof, des Yoruba ou des Bamileke en France? Non, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de personnes qui ont une certaine apparence. Donc moi, quand les gens me disent, oui, par exemple, ton ethnie, déjà ethnie noire, ça ne veut rien dire. Mais quand les gens me disent, oui, ethniquement, on veut dire racialement. Parce que quand on regarde mon corps, je mets au défi, à part les spécialistes ou à part des gens qui sont issus de ces communautés, des gens qui vont s'appuyer sur mon nom de famille et qui vont dire « Ah, Soumoro, c'est plutôt de l'Afrique de l'Ouest. Soumoro, on en trouve au Mali, en Côte d'Ivoire, peut-être un peu au Sénégal. » Enfin, voilà. Mais les gens qui ne connaissent pas les cultures et l'histoire et les vagues migratoires intra-africaines, je les mets au défi de me dire ça se voit que tu es Wolof ou ça se voit que tu es Bambara ou ça se voit que tu es un autre groupe ethnique. Donc, arrêtons de parler de l'ethnicité, qui n'est pas du tout notre enjeu, et parlons de ce qui nous préoccupe et qui, en vérité, est la race. Et pas la race pour la maintenir, la race peut-être pour l'étudier, pour l'expliciter, afin de pouvoir la dépasser. Afin de pouvoir la dépasser. Mais on ne pourra pas la dépasser si on ne sait pas ce que c'est.
et si on n'accepte pas ces fonctionnements, et notamment ces fonctionnements pernicieux, ces fonctionnements subtils. Et on ne pourra pas éternellement se cacher derrière la vision totalement erronée d'ailleurs qu'on a des États-Unis et la mauvaise compréhension des États-Unis en disant les États-Unis constituent notre anti-modèle, nous ne sommes pas un pays de communauté, nous sommes un pays universaliste où on ne fait pas la différence entre les Français. Mais si on ne fait pas la différence entre les Français, pourquoi me demande-t-on constamment d'où je viens quand je suis en France? Je suis française. Si la question, c'est ma nationalité, elle est réglée. Alors, on voit bien que la question ne se limite pas à la nationalité. Excusez-moi, Frédéric. Non, c'est bien, mais c'est tout à fait dans la prochaine question, en fait. Vous anticipez. Pouvez-vous donc expliquer les termes suivants: racialisation, charge raciale, et on va ajouter intersectionnalité. D'accord. Racialisation, oui, charge raciale et intersectionnalité. Okay. Alors, pour le premier terme, la racialisation, il s'agit d'un processus. La racialisation signifie la fabrication d'une catégorie. Et donc, cette catégorie, elle peut être raciale, comme elle peut être, je ne sais pas moi, économique, elle peut être liée à la question du genre. Voilà, c'est en tout cas dans le domaine de la recherche, qui est le domaine d'où je parle, ce sont tous les processus qui mènent à la fabrication d'un groupe, à la fabrication d'une identité, à la formation identitaire. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la question raciale et qui est liée à la question du corps, à la question de la couleur de la peau, à la question du phénotype, nous nous trouvons à un moment donné de l'histoire. La question raciale, elle a pu se déployer de manière différente à des moments différents. À un moment, on parlait aussi de différentes, on va dire, races, quand on parlait des hiérarchisations socio, on va dire, économiques d'un pays. Les races, enfin, supérieures et inférieures, les races supérieures, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie, qui n'a rien à voir avec le bas peuple, avec la plèbe, avec voilà. Ça, là aussi, à ce moment-là de l'histoire, et là je reste dans le contexte franco-français, on parlait aussi de race. Mais aujourd'hui, quand on parle de race, et je dis aujourd'hui alors que l'histoire a commencé il y a plusieurs siècles, quand on prend le tournant historique que constituent tous les projets coloniaux lancés par les puissances occidentale à partir de la fin du XVe siècle, là, on rentre dans ce qu'on appelle l'ère moderne. Et cette ère moderne, au sein duquel la traite négrière transatlantique, même si elle s'est déployée aussi dans d'autres océans, mais ma spécialisation, c'est l'ère atlantique, mais on n'oublie pas l'océan Indien, la traite négrière transatlantique, associée à ces projets coloniaux, font entrer l'Occident dans ce qu'on appelle l'ère moderne. Et c'est cette modernité qui a mis en place des nouvelles catégories, c'est-à-dire des nouvelles façons d'organiser les populations humaines. Et c'est à l'ère moderne que deux nouvelles identités émergent, l'identité blanche et l'identité noire. Et il faut bien insister sur la nouveauté et la création de ces identités. Ce qui veut dire qu'au niveau du physique, les noirs et les blancs, les peaux plus foncées ou plus claires, ont existé depuis la nuit des temps sur Terre. Mais l'association de la couleur de la peau, l'interprétation d'une couleur de peau que l'on va associer à un statut socio-économique, voire politique, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et ça fait partie de ces processus de racialisation. Être noir, c'est-à-dire potentiellement être esclave, car tous les noirs, même à cette période ou à partir de cette histoire, de cette période, n'ont pas tous été esclaves, mais ont tous eu un positionnement inférieur dans la hiérarchisation sociale, politique, économique des pays qui ont été investis à ce moment donné de l'histoire. Qu'on soit esclave ou pas esclave, ça ne change rien au statut. C'est-à-dire que le statut de l'esclave, évidemment, est un statut, c'est l'inférieur ultime, mais en tout cas, même un noir libre, puisqu'il y a toujours eu, dans toutes les Amériques, il y a toujours eu des communautés de noirs libres,
libres parce qu'elles ont marronné, des communautés libres parce qu'elles ont marronné, des personnes libres parce qu'on les a émancipées, c'est-à-dire que leurs propriétaires leur ont octroyé leur liberté, libres parce que ces esclaves qui parfois pouvaient jouir d'une certaine autonomie et aller travailler pour d'autres personnes selon le niveau de qualification qu'ils avaient et pouvaient mettre de l'argent de côté, ben parfois ces esclaves réussissaient à réunir une somme qui les, qui leur permettait d'acheter leur propre liberté. Voilà. Donc, il y a toujours eu des Noirs libres. Donc, ces Noirs qui étaient libres n'étaient tout de même pas juridiquement, au niveau du degré de citoyenneté même, équivalents, ou pas équivalents, mais égaux à des Blancs, même pauvres. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier dans les Amériques, c'est que la plupart des Blancs n'étaient pas propriétaires d'esclaves. Ce qu'on appelle la classe des planteurs constituait une élite socio-économique et donc politique. Ce qui veut dire que la vaste majorité des Blancs des Amériques n'étaient pas propriétaires d'esclaves et travaillaient pour ces propriétaires d'esclaves. Mais il ne faut pas oublier dans cette organisation des sociétés la question de ce qu'on appelle l'économie raciale. C'est-à-dire qu'un Blanc, même non propriétaire, même non riche, même non planteur, restait blanc et restait supérieur à des noirs libres ou esclaves. D'accord? Donc, c'est ce qu'englobe la question des processus de racialisation. Comment on va fabriquer des groupes, mais je veux dire à coup de loi, à coup de pratique, à coup de, je sais pas moi, à coup de décret, à coup de, je sais pas moi, de philosophie, de production scientifique, de production littéraire, on va fabriquer un groupe donné auquel on va associer des caractéristiques. Et donc, ces processus de racialisation, ils marchent pour toutes les communautés. C'est-à-dire que quand on pense à la race et quand on pense à la racialisation, on pense souvent aux populations de couleur. Alors que l'identité ou le groupe blanc est également un groupe qui a été racialisé. Donc, la question de la racialisation, on doit la prendre de pair ou en tandem avec le côté favorable ou défavorable. Est-ce qu'un groupe est favorablement racialisé ou est-ce qu'un groupe est défavorablement racialisé? Alors que dans le mainstream, on a l'impression que quand on parle de racialisation, on va s'intéresser seulement aux personnes qui sont défavorablement racialisées, alors que toutes les catégories peuvent être questionnées, à tel point que, je veux dire, la race étant un concept qui ne repose absolument pas sur la moindre rationalité, on peut s'interroger sur l'être humain qui incarnerait, on va dire, l'être humain, trait d'union, frontière. L'être humain qui serait le plus clair des Noirs et le plus foncé des Blancs. Et à partir de quel moment on est considéré comme noir ou comme blanc? Et là, les États-Unis, c'est vraiment très intéressant comme pays. C'est fou. Ah oui, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas seulement dans la question de l'apparence. Il y a une catégorisation politique des populations. En France, on aime bien dire, par exemple, que Barack Obama était métis. Mais le fait qu'il soit métis aux États-Unis n'a pas compté à la lueur de l'histoire raciale du pays. C'est-à-dire que si on reprend le concept juridique de One Drop Rule, tant qu'un ascendant est noir, la personne est comptée comme noire. C'est tout. Donc, je pense aussi à cette histoire qui s'est déroulée en Afrique du Sud dans les années 50, où une femme est née au sein d'une famille blanche. Donc, il y avait 2 parents, il y avait déjà 2 frères, je crois, et cette petite fille arrive et elle sort métissée, alors que ses frères, son père et sa mère sont tous blancs. Et donc, cette petite fille, donc maintenant on connaît évidemment les surprises que peuvent donner le patrimoine génétique dans une famille. Donc, cette fille qui naît dans une famille blanche, elle arrive métissée, donc apparemment colorée, et ses parents se battent juridiquement pour la faire reconnaître comme blanche, parce que les parents sont blancs et que c'est vraiment leur fille. Et les parents gagnent ce procès. Donc, cette fille-là est blanche juridiquement.
Mais il y a le juridique et après, il y a le pratique. Donc, même si juridiquement, elle est blanche, son apparence ne change pas, ce qui fait que dans le contexte de l'apartheid, quand elle va à l'école, les autres familles ne veulent pas de cette petite fille à l'apparence métissée dans leur école, même si la loi la reconnaît comme blanche. Donc, enfin, bon, voilà, je donne tous ces exemples pour expliciter un peu la question de la racialisation, c'est-à-dire tout ce qui conspire à fabriquer un groupe selon des données particulières, mais là, la donnée principale sera la race et les attributs que l'on va octroyer à un groupe racialisé donné. Voilà. En ce qui concerne la charge raciale, c'est une sorte de, comme le nom l'indique, c'est un poids. C'est quelque chose qui pèse sur l'existence, sur les expériences, sur le vécu des personnes qui sont défavorablement racialisées. C'est-à-dire toutes les stratégies qu'elles vont devoir mettre en place, puisque quand on est défavorablement racialisé, évidemment qu'on est marginalisé, qu'on est exclu, qu'on est discriminé. Donc, quelles sont les stratégies qui vont pouvoir être mises en place pour pouvoir contrer, pour pouvoir résister face à ce contexte inique et inégalitaire. Mais la charge raciale, elle pèse parce qu'on a une conscience aiguë, une conscience accrue de l'ordre des choses. Alors, c'est comme si on allait se dire, on devait se dire, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour avoir ce travail? Comment je vais faire pour avoir cet appartement? Comment je vais faire pour rentrer dans cet endroit exclusif? Comment je vais faire pour rentrer dans cette boîte de nuit? Comment je vais faire pour ne pas passer pour? Comment vais-je faire pour devenir acceptable et pour finalement être accepté et évidemment bénéficier de tout ce qui est lié à cette acceptation, à cette inclusion? Comment je vais parler? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais dire de moi-même? Comment je vais me tenir? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, justement, pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire Noir en France, bon exemple à l'intérieur où donc un monsieur de couleur demande à sa femme de sortir, d'aller voir s'il y a de la place dans un hôtel parce qu'il sait que ne sera peut-être pas bien accueilli. Exactement, exactement, Frédéric. Et donc, la question, c'est toujours de devoir penser en amont, de devoir préparer quelque chose, de devoir mettre en œuvre et en place quelque chose. Et c'est ça qui pèse. Et c'est ça qui pèse. Et c'est ça qui fait que le privilège est de ne pas avoir à porter cette charge. Le privilège est de ne pas avoir à planifier ou penser en amont. Ce n'est pas seulement un privilège... je veux dire, quand on parle du privilège blanc qui est souvent décrié, les gens peuvent dire oui, non, mais moi, j'ai rien en plus, ou je ne suis pas payé plus, ou je ne suis pas plus. C'est pas ça. C'est le privilège mental aussi. C'est-à-dire ne pas se dire si je sors habillée comme ça, cela peut me coûter telle chose. Ou si je parle de cette façon, ou si même j'apparais de cette façon, si on pense aux crèmes éclaircissantes, enfin voilà, ça se déploie à l'infini. Donc la charge raciale, c'est ce que je peux en dire, Frédéric, c'est une sorte de conscience pesante et constante, et de négociation permanente de l'ordre hiérarchisé dans lequel nous sommes, enfin on va dire les eaux de l'ordre hiérarchisé qu'il faut naviguer quand ces eaux-là ne marchent pas, enfin ne fonctionnent pas en notre faveur. Ça peut avoir des conséquences, bien sûr, sur la santé mentale. Alors justement, cette année, on parle de Black History Month. Oui. Et le thème est la santé. Oui. Oui. Et je pense que c'est vraiment, enfin, la santé mentale est quelque chose qui est davantage traité aujourd'hui et pris en compte, mais on sait depuis, je veux dire, au moins depuis les travaux fondateurs de Frantz Fanon, qui était psychiatre, avant de devenir investi dans la cause, je ne sais pas, algérienne, ou même panafricaine. Mais c'est un psychiatre qui a démontré que la colonisation rendait fou, et rendait fou pas seulement les personnes qui étaient des sujets coloniaux,
rendait aussi également fou le colon. C'est-à-dire qu'on trouve dans les damnés de la terre, dans certaines éditions du moins, on trouve des annexes qui sont les rapports rédigés par Fanon suite à quelques exemples de consultations qu'il a eues. Et je me souviens très bien de l'un de ces rapports qui évoque un soldat de l'armée française, donc c'est en Algérie, et qui vient voir donc le docteur Fanon, le psychiatre Fanon, pour lui dire, écoutez docteur, en lui disant, pardon, ça ne va pas du tout, je suis très énervée, je fume davantage que d'habitude, quand je rentre à la maison, je suis à cran, je bats ma femme, je bats mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Fanon dit, on ne peut pas faire partie de l'armée française et de l'armée coloniale et s'être lancé dans une guerre anti-indépendantiste, torturer des gens de 9h à 17h en se disant qu'à 17h30, tout va rentrer dans l'ordre et qu'on va pouvoir passer une bonne soirée avec sa femme et ses enfants à la maison. Non, que les méfaits de la colonisation qui est présentée et comprise par Fanon comme fondamentalement violente, cette violence, elle va tout contaminer. Elle va tout contaminer. Et donc, le colon comme le colonisé sont tous les deux coincés dans cette violence et sont tous les deux, en quelque sorte, victimes de cette violence. Qu'il y a tout intérêt, même pour le colonisateur, de sortir de ce schéma de violence. Et je pense que ça rend les choses un peu plus complexes et un peu plus intéressantes plutôt que de dire il y a les gentils, les méchants, et les noirs et les blancs. On sait très bien que parmi l'armée française, par exemple, même en Algérie, il y avait des tirailleurs sénégalais, enfin, il y avait des troupes coloniales françaises. Donc, ce n'est pas seulement des blancs qui ont torturé les Algériens, qui ne sont pas seulement, je veux dire, d'apparence, on va dire, nord-africaine, qu'on peut aussi être noir et algérien. Enfin, bon, il y a plein d'histoires qu'on peut Il y avait des Antillais, dont mon oncle. Voilà, il y avait des... Et je veux dire, Fanon lui-même faisait partie en tant que fonctionnaire, a été muté en Algérie. Et c'est juste qu'il a pris le parti des Algériens, mais sinon, il aurait pu être le psychiatre qui travaillait pour la France et pas pour les Algériens. Voilà. Donc, voilà pour la charge raciale et qui a de sérieuses implications au niveau de la santé mentale également. Parce que souvent, on s'est longtemps intéressé... de l'intersectionnalité. Voilà. L'intersectionnalité, donc ce troisième terme, l'intersectionnalité, en fait, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. L'intersectionnalité, c'est une notion développée par une juriste qui s'appelle Kimberlé Crenshaw et qui, à la fin des années 80, 1989, fait paraître dans une revue de droit un article qui nomme pour la première fois l'intersectionnalité. Et cet article décrit un problème juridique auquel ont été confrontés un groupe de femmes noires, de femmes de classe vraiment populaire, des femmes noires africaines-américaines qui travaillaient dans une usine et qui ont, on va dire, porté plainte contre leur employeur pour discrimination. Et l'affaire a été portée en justice. Et le résultat, enfin, ces femmes-là, ces femmes africaines-américaines, ont perdu leur procès. Et le juge a décidé ou a considéré qu'il n'y avait pas discrimination raciale subie par ces femmes noires. En regardant on va dire, ce que cette usine avait fait en termes de ce qu'on appelle affirmative action ou les actions qui avaient été prises par l'usine pour favoriser ou pour mieux traiter les employés femmes et ce qui avait été fait pour mieux traiter la population noire africaine-américaine. Sauf que, selon Kimberlé Crenshaw, elle dit que le prisme et que l'angle d'approche de cette cour de justice était biaisé dès le départ, puisqu'il y a une considération de la catégorie femme
comprises comme étant blanches. On ne parle pas de femmes, on parle de femmes blanches. Et d'un autre côté, quand on parle de la discrimination raciale, en vérité, on ne parle que des hommes africains-américains. Donc, l'angle mort est incarné par les femmes africaines-américaines qui ne sont ni considérées comme des femmes, ni considérées comme, comme des Africains-américains, donc des hommes. Donc, la question qui se pose, c'est comment peut-on déceler, corriger, empêcher les discriminations quand on se trouve à l'intersection des différentes formes de domination, qu'elles soient liées au genre ou qu'elles soient liées à la classe sociale ou qu'elles soient liées à la catégorisation raciale. Et donc, l'intersectionnalité, c'est un outil d'analyse développé par Kimberlé Crenshaw, une juriste qui enseigne aujourd'hui encore à Columbia University et qui essaye d'affiner les outils qui vont pointer ce qui n'est pas pointé, qui vont mettre en lumière ce qui est traditionnellement non mis en lumière. Kimberlé Crenshaw est juriste, Kimberlé Crenshaw est aussi féministe et elle vient aussi, elle s'inscrit dans toute la tradition féministe noire. Et dès le début des années 80, il y a eu cette anthologie classique dirigée par un ensemble d'activistes et d'enseignantes et chercheuses noires américaines qui s'appelle All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave. Et donc, pointait déjà l'invisibilité des femmes noires parce que la catégorie femme avait été racialisée et racialisée comme blanche. La catégorie africain-américain avait été, on va dire, genrée. C'est-à-dire que les Africains-Américains, en fait, c'était les hommes. Et donc, comment on fait quand on ne fait pas partie de ce groupe identifié? Et donc, évidemment que les féministes noires, elles ont parlé de la question du genre, de la question, on va dire, de la classe sociale aussi. C'est leur contribution. La question de l'orientation sexuelle. Mais on peut décliner cette intersectionnalité à l'infini. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on ajoute la question du validisme? Qu'est-ce qu'on fait quand on ajoute la question de, je ne sais pas moi, la transidentité? Et donc, ce n'est pas seulement, là j'ai un peu listé les choses, l'intersectionnalité, ce n'est pas une accumulation, non, c'est une imbrication. Comment toutes ces identités fonctionnent ensemble et peuvent parfois, et la plupart du temps, exclure tel ou tel groupe. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est ça. Et donc, à partir de là, maintenant, l'intersectionnalité, c'est un terme, comment dire, technique, juridique, scientifique, qui, plus de 30 ans plus tard, pénètre le mainstream. Et maintenant, on l'utilise à tout va, mais ce n'est pas tout et n'importe quoi, l'intersectionnalité. Il y a une base, il y a une définition. Alors, vous pourriez parler un peu plus de vos actions avec cette association Black History et des Journées Africanas, s'il vous plaît. Oui. Alors, Black History Month, c'est une association qui est un peu dormante depuis quelques années parce qu'on n'a pas réussi à faire d'événements depuis 2016. Le dernier, c'était 2016. Faute de moyens, faute de soutien public et aussi parce que je ne pense pas avoir... ayant beaucoup voyagé, je ne pense pas non plus m'être assez investie dans l'association. Mais je constate également on va dire que l'association a fait des petits et qu'il y a beaucoup de choses qui s'appellent Black History Month qui existent aujourd'hui et c'est très bien et elles sont actives. Donc Black History Month, en fait, c'est une association que j'ai cofondée à partir de 2012 et qui avait pour but de mettre à l'honneur de manière intéressante, de manière dynamique, de manière précise et de manière transatlantique les cultures et l'histoire de ce qu'on appelle les mondes noirs ou de cette diaspora noire africaine. Et de parler de tout cela depuis la France hexagonale, en essayant, on va dire, en tout cas, d'impacter le récit sur ces cultures ou sur cette histoire noire.
c'est-à-dire comment on en parle, qui en parle et qu'est-ce qu'on fait. Donc moi, à l'époque où on se lance dans Black History Month, je reviens des États-Unis où j'ai passé près d'une dizaine d'années. Et donc, je suis formée donc dans les thématiques que j'ai étudiées. Donc, je suis bien au fait de l'histoire africaine-américaine et de l'histoire de la diaspora noire africaine. Et je sais que Black History Month existe aux États-Unis depuis les années 1920, qu'elle s'est institutionnalisée dans les années 1970 aux États-Unis. Et donc, voilà, on se dit avec un groupe de personnes, pourquoi ne pas faire la même chose en France, non pas pour imiter les Américains, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour indigéniser la question noire française, en fait. En vérité, on s'est appelé Black History Month et je pense que là, on a un peu trop fait de compromis pour, on va dire, jouer sur l'admiration et l'adoration que la France peut avoir par rapport à l'histoire africaine-américaine. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème avec les Africains-américains, avec la question raciale aux États-Unis, avec la question de l'esclavage aux États-Unis, avec la question des violences policières aux États-Unis, à tel point qu'on vient de panthéoniser Joséphine Baker. Donc là, quand on parle de la question raciale aux États-Unis, c'est audible depuis la France. Ce qui est inaudible, c'est la discussion autour de la question raciale française. Donc nous, on s'est dit, bon, on va faire comme si on allait parler des États-Unis, mais en vérité, on veut parler de la France. L'un des regrets, voilà, c'était une ruse. Et l'un des regrets, c'est de s'appeler Black History Month, parce que je pense que ça garde le côté déjà anglophone, le côté états-unien, le côté extérieur. Donc, on a ajouté très, très, très tôt les journées Africana. Et donc là, c'est vrai qu'on s'est caché derrière le latin, mais bon, c'est du latin. Donc, les journées Africana pour désigner la diaspora. Donc, après avoir associé ce nom, on a aussi essayé de changer le calendrier. Si les premiers Black History Month étaient célébrés comme aux États-Unis au mois de février, nous, on a, dès 2013, on a changé la date au mois de mai, histoire de rendre encore la célébration plus franco-française. C'est-à-dire qu'on tourne autour de la date du dîner, voilà. La date de la commémoration. De l'histoire, enfin de la traite négrière, de l'esclavage et de ses abolitions, voilà, qui est commémorée le 10 mai en France hexagonale, parce qu'il y a des dates différentes selon tous les endroits de l'outre-mer. Oui. Mais je pense que la question de la géographie des outre-mer, elle peut être pratique dans l'amnésie générale de la France sur ces questions. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais voilà, en Guyane, c'est au mois de juin, en Martinique, c'est quoi, le mois d'avril mai, voilà. Mai aussi, ou fin avril en Guadeloupe. À La Réunion, c'est au mois de décembre. Enfin, ils ont tous leurs dates et on ne sait pas ce qu'ils font et il y a beaucoup de dates et c'est loin. Et de toute façon, on n'en a rien à faire. Là, il est temps que l'Hexagone ait conscience aussi de cette histoire qui a nourri la République. Et donc, il est important d'avoir cette date aussi nationale sans pour autant effacer les dates de chaque territoire des Outre-mer, puisqu'il y a une histoire locale qui doit être prise en compte. Donc, depuis 2013, on fait Black History Month, enfin les journées Africana, au mois de mai. Mais ce que je constate en France, c'est que ça continue à être au mois de février, même les gens qui continuent. C'est pas grave, ça va venir. Alors, Karine, je te laisse la parole. Oui, d'accord. Donc, maintenant, on va parler plutôt du public auquel vous vous adressez. Donc, dans vos pratiques d'enseignement, donc, quels sont les différents publics, mais surtout, comment ces différents publics réagissent-ils? Et je pense, sachant que vous avez enseigné aux États-Unis, je serais curieuse de voir aussi la différence entre le public aux États-Unis et bien sûr en France. Alors, le public, il varie selon les institutions. En France, moi, donc, je suis maîtresse de conférences et j'enseigne au sein de l'Université de Tours dans le programme d'anglais. Donc, dans le programme d'anglais, il est classique. Donc, moi, quand j'enseigne, c'est surtout en civilisation et en traduction. Donc, pour tout ce qui est de la civilisation, c'est de la civilisation des États-Unis. Pour les premières années de licence, donc de la première à la troisième année, on va faire, on va dire, l'histoire coloniale de ce qui va devenir les États-Unis jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc, j'enseigne de manière classique et les gens
enfin, les étudiants et les étudiantes n'ont pas grand-chose à dire, enfin, sont pris dans le, voilà, dans le rouleau compresseur de l'université. Et voilà. Après, quand j'enseigne ma spécialité qui est l'histoire et la culture africaine-américaine ou l'histoire et les cultures de la diaspora africaine, là, ce sont des cours optionnels, donc libres aux étudiants de les suivre ou de ne pas les suivre. Ce que je peux constater, c'est que, alors il y a deux questions qui se posent. Premièrement, quand c'est de l'histoire africaine-américaine, les étudiants et les étudiantes sont très friands et friandes de cette histoire. Mais ils viennent souvent en croyant connaître cette histoire, tellement ils y sont exposés depuis la France. Donc, parfois, je dois lutter contre une sorte de résistance de leur part à vraiment étudier et se lancer dans la complexité de l'histoire. Par exemple, schématiquement, je pourrais vous dire, voilà, les étudiants arrivent en cours, les étudiantes aussi, avec Malcolm X mauvais, Martin Luther King, comment dire, bon. Après, chacun son avis sur la question, mais on peut quand même s'interroger sur le fait que les deux personnages ont été assassinés, qu'il y a eu une évolution chez Martin Luther King, comme il y a eu une évolution chez Malcolm X, qu'en 1968, quand Martin Luther King est assassiné, ce n'est pas le héros idéal qui est célébré à travers le monde aujourd'hui. Il était décrié et par l'Amérique mainstream blanche et par certaines tranches et branches de la communauté africaine-américaine ou des personnes investies dans le mouvement pour les droits civiques à la période, que Malcolm X, c'est une autre histoire, enfin, c'est une histoire d'évolution également, qu'il y a au début, il y a la Nation of Islam et ensuite plus la Nation of Islam et qu'ensuite il y a une conscience panafricaine, un internationalisme. Enfin voilà, que l'histoire est compliquée, comme enfin, toutes les histoires sont compliquées. Et donc ça, j'avoue que parfois, c'est comme si le public auquel je m'adressais était un peu déçu, voulait quelque chose de facile, quelque chose un peu de pop, parce que c'est tellement, l'histoire africaine-américaine, elle fait tellement partie de la pop culture qu'on veut rester bien à l'aise dans ses certitudes et qu'on n'a pas la même curiosité ou la même appétence pour un travail qu'on doit nécessairement fournir. Donc, voilà, c'est ce que je peux constater. Après, le deuxième point, c'est que quand j'enseigne des cours sur la diaspora noire africaine, c'est des cours qui sont tout nouveaux. C'est des cours, ça sera le seul séminaire que le public aura à étudier pendant tout le cursus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et la question, elle est tellement complexe. Et il y a tellement de lieux, et il y a tellement de personnes, et il faut arriver à aller au-delà des frontières du modèle de l'État-nation. Quand on parle de diaspora, on va parler du Brésil et de l'Argentine et de la France et de l'Allemagne et tout ça en même temps. Et ça, je vois que ça peut déstabiliser les étudiants et les étudiantes. Et ils ont qu'un seul semestre sur ça. Donc, il faudrait en fait qu'ils aient plusieurs semestres pour pouvoir maîtriser toute la méthodologie et pour qu'ils acceptent le voyage, le déplacement. Et ça ne va pas être tout droit, ça ne va pas être si simple. Il y a toute une littérature scientifique sur le sujet qui doit être maîtrisée. Et il y a aussi également beaucoup de sources différentes. Est-ce que c'est un cours d'histoire? Est-ce que c'est des études culturelles? Est-ce que c'est de la littérature? Pourquoi il y a un roman au programme et ensuite il y a un film? Ensuite, il y a un vocabulaire, il y a un documentaire. Ensuite, je ne sais pas moi, il y a un poème. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus où je suis. Oui, c'est ça la diaspora, il n'y a plus de frontières. La question que je te poserais peut-être, c'est pourquoi, si on a ces études afro-américaines, pourquoi il n'y a pas aussi en parallèle ces études sur les diasporas des Caraïbes et de l'Afrique? C'est ça ce qui manque en France, en fait. Ah, mais Karine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et encore, je veux dire, les cours que j'enseigne sont des cours, moi je me suis déjà retrouvée à enseigner des cours qui n'avaient jamais été enseignés. Donc je suis obligée de dire, tout en étant d'accord avec vous, mais non, ça avance un peu. Mais ça avance, c'est des pas de fourmis, mais ça avance quand même. Ou au-delà de l'université, moi j'ai aussi enseigné dans des grandes écoles, j'ai enseigné pour Sciences Po par exemple, et je sais que quand j'ai fait ce cours sur la diaspora, introduction à la diaspora africaine, c'était la première fois que ce cours était enseigné.
et il était bondé. Et il était très attendu. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Donc bon, ça avance. Doucement. Ça avance un petit peu. Et après, peut-être la différence avec oui, entre la France et les États-Unis, selon les étudiants et les étudiantes, oui, ça dépend aussi des lieux, parce que j'ai également enseigné en prison. Et aux États-Unis, c'est aux États-Unis que j'ai plus largement enseigné en prison. Ça, c'est un contexte intéressant parce que dans les prisons, comme on le sait, il y a vraiment une prédominance de minorités. Donc, les groupes que j'avais, moi, j'ai enseigné dans une prison pour femmes et vraiment, c'était un programme sélectif qui était géré par une université. Donc, les étudiantes qui étaient prises dans ce programme allaient obtenir un diplôme. Ce n'était pas du tout du purement social, on vous fait passer le temps, on vous donne des rudiments. Non, c'était donc des étudiantes déjà qui avaient le niveau pour suivre des études universitaires. Donc, il y avait quand même un écrémage. Donc, les 3 années où j'ai fait ça, vraiment sur 12 étudiantes, il y avait toujours, allez, au moins 8 ou 9 personnes noires ou africaines-américaines, peut-être 2 latinas et 1 ou 2 blanches de milieu social défavorisé. Et donc là, ce qui était intéressant, c'était de voir, donc moi je parlais toujours soit d'histoire africaine-américaine ou de la diaspora, c'était de voir les dynamiques raciales au sein du groupe. Est-ce que la blanche va oser parler? Est-ce que si j'utilise un texte du 19e siècle où on utilise colored, où on utilise negro, pas le N-word, mais vraiment negro qui était, parce qu'il y a une évolution dans les termes. Et à un moment, au 19e siècle, on disait negro. Donc, est-ce que quand je demande de lire un texte, est-ce que je m'arrête? Donc, je suis l'étudiante blanche. Est-ce que je prononce negro? Est-ce que je ne le prononce pas? Si je pense quelque chose, voilà, en réfléchissant, si je réponds ne serait-ce qu'aux questions de l'enseignante, qu'est-ce que vont penser de moi les autres? Est-ce que je vais me les mettre à dos? Enfin, voilà, comment on gère au sein du groupe ces dynamiques raciales qui se déploient en dehors de la prison. Du côté des Noirs, c'est notre histoire, je sais de quoi on parle, et après, ah ben non, en fait, je croyais savoir, mais en fait, je ne sais pas savoir, je ne sais pas tellement, et maintenant, je suis un peu déphasée. Ah, je réfléchis. Et toujours, ça s'est toujours passé, je veux dire, les 3 années où j'ai fait cet enseignement, où il y a quelqu'un qui disait I think I don't even know what black means anymore. Et moi, je répondais toujours, mais c'est ce moment que j'attends. Ben oui. C'est ce moment que j'attends. Qu'est-ce que c'est qu'être noir? Qu'est-ce que c'est qu'être noir? Et qu'est-ce que ça voulait dire être noir? Est-ce que ça veut dire la même chose partout? Est-ce que ça a voulu dire la même chose selon les périodes différentes? Et c'est ça qu'on étudie. On est là pour étudier. Et après, chacun se fera son opinion, chacun réfléchira, chacun mènera à la vie qu'elle voudra mener, mais sur la base d'un savoir qui existe. Donc ça, c'était très intéressant. Et le dernier point, c'était le fait que ces étudiantes étaient incarcérées. Donc, à chaque fois qu'on parlait de la question de l'esclavage, revenait la question de l'incarcération. Sommes-nous les nouvelles esclaves? Si on travaille en prison et qu'on est payé 19 cents de l'heure ou 25 cents de l'heure, sommes-nous des esclaves? Oui ou non? Donc, à partir de là, on avait des conversations, parce que je vous avoue qu'il y avait des moments qui étaient tendus, hein. Mais on revenait sur les sources primaires, sur les textes, le passage du milieu, le travail en plantation. Et voilà, et chacun pouvait se dire oui, non, on est quand même des esclaves, et d'autres vont dire non, l'esclavage, c'était quand même quelque chose de différent. Mais en tout cas, ça permettait de réfléchir. Donc, tout dépend des lieux, des endroits, mais les étudiants, en général, sont soit passifs parce qu'ils subissent le cours, soit très intéressés, motivés et curieux. Et j'ai jamais eu de problème en cours. Et à chaque fois que je donne ces cours donc, qui sont optionnels ou qui sont dans d'autres institutions, ils sont très demandés. Ils sont vraiment, et c'est ça qui, Karine, c'est ça qui me fait garder espoir, parce que je me dis que... Et moi, j'aimerais bien y participer. Les jeunes sont vraiment demandeurs et sont ouverts. Et donc, c'est sur eux et sur elles que je compte. Donc, c'est parfait pour la transition à la prochaine question, qui est quels sont vos conseils pour aborder l'histoire et la culture noire avec les élèves? Le conseil principal,
pour les enseignants, les enseignantes, les formateurs, les formatrices, pour moi, c'est votre propre formation. C'est-à-dire de l'humilité, du travail, c'est-à-dire ne pas, se contenter de bons sentiments. Ce n'est pas des bons sentiments. La question n'est pas de savoir je vais être gentil ou je suis ouverte. C'est qu'est-ce que je sais. Prendre ces matières avec autant de sérieux que la formation que vous avez reçue pour vos disciplines de départ. C'est pas, je mets un peu de ceci, un peu de cela. C'est se poser la question de l'exigence, de la rigueur intellectuelle. Oui. Mais le problème se pose quand ces formateurs, ces enseignants ont eux-mêmes cette incertitude, ont peur. Et ils se cachent derrière quelque chose en disant « mais je ne sais pas, je ne préfère pas ». Et donc, on a cette difficulté à faire passer justement, à traverser le pont pour prendre des risques. Il faut prendre des risques, il faut aussi savoir se regarder en face. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas prêts à faire cela. C'est beaucoup d'inconfort. Moi, je pense que ça pose aussi la question du privilège. Et la question du privilège, elle se déploie aussi à travers la notion de confort. Et ça, on l'oublie. Ce qui nous met à l'aise, ce qui nous met mal à l'aise, ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je suis autorisée à faire, ce pourquoi j'ai été diplômée. Mais on peut aussi, en tant qu'intellectuel, se poser des questions sur l'ordre des choses, sur la légitimité des savoirs, sur la production des savoirs, et ça peut, ça peut poser, ça peut causer de l'inconfort, ou même se trouver face à un public qui va dire oui, mais attendez, monsieur, madame, mais vous êtes blanc, qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis noir, moi, j'ai raison. Mais ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on a raison, et ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'a pas raison. Mais en tout cas, il revient à la personne qui dispense le savoir d'être au clair avec son propre savoir. Parce que la légitimité et l'autorité ont également été construites racialement. Et donc ça, c'est comme s'il fallait peut-être s'interroger davantage sur le fonctionnement de nos identités pour avoir conscience, même dans la salle de cours, de la symbolique des corps que nous habitons. Qu'est-ce que je représente? Et ensuite, c'est facile de déminer, surtout avec des plus jeunes, mais de déminer les situations. Les questions ou même les accusations, on peut les déminer sur la base du savoir. Mais si on ne les démine pas ou si on est submergé, je pense que ça a à voir avec quelque chose qu'on n'a pas réglé soi-même. Voilà, se dire oui, on ne peut pas se dire éternellement oui, non, mais non, je ne suis pas blanche, non, je ne suis pas blanche, non, ça ne va pas tenir, ça ne va plus tenir. Et de s'intéresser aussi au monde extérieur et de voir, quelles sont les questions qui même deviennent explosives, mais on peut aussi considérer, moi, c'est quelque chose que je fais souvent avec les étudiants et les étudiantes, c'est de construire la salle de cours comme un espace de pause, un espace extérieur à la société, un espace où on a le temps de réfléchir, un espace où on a tous et toutes le droit de se parler, pas seulement sur la base de la gentillesse, mais au moins de la politesse, et sur la base de faits. Donc, parlons-nous, étudions et réfléchissons collectivement. Mais on n'est pas à la télévision, on n'est pas dans un journal, enfin dans la presse, on n'est pas sur Internet, on est là pour réfléchir, pour faire le travail. Revenons-en aux faits, revenons-en au texte, et j'ai l'assurance d'avoir préparé mon cours, j'ai l'assurance d'avoir, oui, peut-être lu et découvert des choses auxquelles je n'avais pas été exposée. Ça m'a demandé plus de temps, et bien c'est le prix à payer. Merci beaucoup. Merci. Alors, la dernière question, parce que cette année, notre école a décidé de choisir le thème de l'afrofuturisme. Ouais. Donc, pouvez-vous nous parler de ce courant afrofuturiste? Parce que nous sommes un peu perdus. Oui, mais moi aussi, je n'ai pas tellement grand-chose. Parce que pourquoi l'école a choisi cette... parce que c'est facile, c'est à la mode? Je ne sais pas. Je pense.
Alors moi, je vous dirais que pour l'afrofuturisme, déjà, c'est un mouvement multidimensionnel. Vous avez de la musique, vous avez la littérature, vous avez donc les arts en général. Je pense à des personnes comme le jazzman Sun Ra. Il est souvent reconnu, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'afrofuturisme, mais de ce que je sais, il est reconnu comme l'un des, on va dire, des pères fondateurs. Je pense à des personnes aussi à la littérature de Octavia Butler. Octavia. Voilà. Pour moi, l'afrofuturisme, c'est juste une sorte de projection dans le futur, mais dans une projection dans le futur, dans l'avenir, pardon, qui n'exclut pas les personnes noires. C'est essayer de... Je ne sais pas comment dire. Que si les personnes noires existent aujourd'hui, elles existeront demain. Et donc, en prenant en compte leur existence, leurs expériences, leurs problèmes ou ce à quoi elles ont affaire, pardon, comment ces choses-là vont se métamorphoser. Oh là là, excusez-moi, c'est quand je parle longtemps, il y a un moment où ça commence à c'est compliqué. Métamorphoser, voilà, dans l'avenir, comment elles vont se traduire. C'est tout. L'identité noire existe, et si elle existe dans l'avenir, eh ben, comment elle se déploiera. Voilà. Moi, c'est ce que je... Et après, il y a une vraie mouvance artistique. Je pense à des tableaux, je pense à des photos, des fois des petits clips vidéo. Enfin, voilà. Mais en tout cas, avec Sun Ra et Octavia Butler, on est dedans. Oui, sauf que pour nous, au primaire, c'est délicat. Pour des enfants... Alors, peut-être que penser à toute l'iconographie, au moins. Oui. Les images, les costumes, enfin, vous voyez, peut-être les costumes, les coupes de cheveux, l'architecture, mais qui, en tout cas, comme si le but, c'était de s'assurer une présence noire et imaginer aussi, partir de l'expérience, je veux dire, passée et actuelle pour imaginer un autre monde. Et comment, c'est aussi la question de la liberté. Comment l'avenir peut faire cette promesse de la liberté, et comment cette liberté-là, comment elle rendra les Noirs, qu'est-ce qu'ils en feront. Il y a aussi de ça dans l'afrofuturisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maboula. Merci à vous. Alors, on est vraiment très en retard. Mais ça va. Oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on ferme la séance, peut-être. Oui, on la fermera. Peut-être demander donc les gens qui ont écouté patiemment, si vous voulez. Je ne vois pas de questions dans le clavardage. Est-ce que quelqu'un veut Mais certains sont partis. Mais on a encore on a encore quelques participants. Donc, est-ce que les participants veulent intervenir ou encore ont quelque chose à dire ou ont assez d'énergie, non ou veulent mettre qu'un petit mot dans le chat, je ne sais pas. Vous pouvez, si vous voulez. Alors, on va juste vous dire ce qu'on avait mis, mais je crois qu'on va pas. On a mis pour à consulter, donc on va mettre notre présentation sur le site. Oui. On a mis quelques exemples de projets qu'on a fait dans le passé autour de Black History Month. On en avait plusieurs. Donc, si tu veux tourner, Karine. On est beaucoup, par exemple, avec le musée des droits civiques, voilà. On a mis quelques images, on voulait vous en parler. Il y a une visite à Selma, mais donc on pourra en reparler à l'occasion la prochaine fois. Et de toute façon, vous pouvez regarder nos diapos parce qu'on a mis quelques légendes et donc voilà, c'était quelques idées d'activités qui ont été faites. Ah oui, vas-y Frédéric. Vas-y Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Ce qui est important de dire, c'est que si vous êtes dans un établissement, essayez de trouver un projet fédérateur. C'est-à-dire où vous allez tous tout le monde va participer. De maternelle jusqu'au la terminale, vous allez participer au même projet. C'est vrai que lorsqu'on a travaillé, bon, ça c'était avec Serge, l'ancien coordinateur, il a fait apporter des chaussures à tout le monde. On a parlé des chaussures, des marches, le fait de pouvoir s'exprimer dans la rue, d'avoir la liberté de s'exprimer dans la
de pouvoir lutter si on n'était pas d'accord, d'avoir un choix, de parler, de la liberté d'expression. Bon, là, il s'agissait des droits civiques. C'est une lutte pour le droit de vote. Hein. Mais ce qui était important, c'était de faire participer tous les membres de votre, enfin, de faire participer tous les membres de votre communauté. D'accord. Alors, tu peux passer. Donc, on avait plusieurs exemples de choses qu'on avait fait à différents niveaux. Donc, vous pourrez regarder, il y a des liens. Donc, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Et on a, sur notre Padlet, on a mis donc une catégorie, Histoire des Noirs, où on ajoutera peut-être des documents, mais on vous encourage aussi, puisque c'est collaboratif, à ajouter ce que vous faites dans vos établissements. Donc, on a mis ça dans la première colonne. Voilà. Voilà. Alors, c'est pareil. Est-ce que... Ah oui, alors ça, c'était juste petit cadeau, voilà. C'était un très, très beau film d'animation qui s'appelle Âme Noire ou Black Soul, qui est fait par une artiste haïtienne qui vit au Québec. Elle est québécoise et haïtienne. Et elle peint sur verre. Donc, c'est très, très beau. Parce qu'elle peint, c'est vraiment étape par étape. C'est un travail énorme. Hein. Elle a mis des années pour faire ce film. Et c'est 9 minutes. Mais c'est un film uniquement visuel et musique, il n'y a pas du tout de parole, et ça retrace différentes étapes justement de l'histoire noire. Et c'est esthétiquement très beau et très intéressant parce que c'est cette idée d'héritage. Elle fait la manière dont elle passe, d'aller voir d'une séquence à l'autre. C'est assez fabuleux. Dont elle passe, on voit une canne, on voit le sucre, et après, à partir du sucre, on voit toute l'histoire de la canne. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Donc, c'est juste, regardez-le parce que c'est un très beau... J'avance un petit peu pour montrer le passage. Donc, voilà. Et elle en a fait d'autres. Elle est en train de travailler un autre. Voilà. Bon, elle en a fait plusieurs, mais je voulais partager c'est magnifique. Ce joyau, voilà, avec vous. Pour la référence. Je note. Elle s'appelle Martine Chartrand. Oui. Martine Chartrand, et voilà. Donc, on a mis le lien ici, on vous l'enverra, on pourra vous l'envoyer. Et voilà, alors pour la fin, je crois qu'on voulait juste dire aux gens les courageux qui sont encore là, vous pouvez mettre un mot ou plusieurs mots dans le chat, clavardage, pardon, mes collègues, pour cette séance. Voilà, suite à cette séance, il y a une chose peut-être que vous avez... qui vous a marqué, que vous avez retenu. Ça peut être un mot, un groupe de mots, comme vous voulez. Et on les collectera précieusement. Voilà. Merci Catherine, inspirant. Le positivisme de Maboula. Merci. Moi, ce serait une phrase. J'aimerais assister à une session, un cours. Oui, je vous ai entendu, Karine, je viens. Il faut trouver des solutions, mais les cours sont toujours ouverts et après, c'est des questions de planning et de géographie. Ben voilà, vous faites des cours l'été. Oui, ça dépend, des fois, mais maintenant, je deviens un peu plus radicale sur mes étés. C'est-à-dire que les étés, je veux me reposer. Ah oui, je comprends. Parce que sinon, ça n'arrête pas. Sinon, c'est fou. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est surtout les Américains qui font ça, mais parfois en partenariat avec des Européens. Donc là, c'était l'Université de Bologne pour laquelle j'ai fait un séminaire fin juin, début juillet, et ils étaient en partenariat avec Duke. Et voilà, c'était une semaine... Voilà, c'était l'un des derniers compromis, une semaine fin juin, début juillet. Et au départ, parce que ça devait se passer à Bologne, et je voulais aller à Bologne. Super. Et en fait, ça s'est passé en ligne grâce à la pandémie. Donc, dommage. Ça arrive, oui. Des fois, il y a il y a plein de collègues, Karine, qui font des Summer Institutes, Summer Schools. Ça se fait de plus en plus maintenant. Donc, Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on s'intéresse à cette histoire des Caraïbes. Voilà.
Non, mais la question des Caraïbes, enfin, c'est incroyable, la distance. Enfin, la distance, elle n'est pas seulement géographique, elle est tellement symbolique. Elle est tellement... Enfin, cette histoire, c'est tellement ignorée, tellement... Oui, je sais. Avec Frédéric, on a fait tout un programme l'an dernier avec nos élèves sur Haïti. Ouais. Et on a découvert tellement de choses que... Et c'est pire encore. C'est encore pire que même la Martinique et la Guadeloupe et oui, la Guyane. Qui est des... terrible. Haïti, c'est de la science-fiction pour la France. Enfin, on ne sait même pas que le lien entre la France et Haïti. C'est ça. Mais petit à petit, notamment grâce à des profs comme vous. Parce que c'est vous qui faites avancer les choses. On espère. Mais concrètement, là, c'est vraiment très concrètement. C'est vous qui, si vous mettez quelque chose au programme, et même le plus tôt possible, et même avec les jeunes. Après, avec les toqués. Enfin, c'est vous qui êtes sur le terrain. Alors, on a beaucoup de chance parce que, étant dans une école internationale, on ouvre justement ces univers. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est... Mais c'est bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez être une école internationale pas ouverte. Oui, ça existe. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Ça existe. Donc, j'ai ma collègue qui est justement aux Pays-Bas et qui râle parce qu'elle dit on ne peut rien faire. Voilà. Mais quand on ne peut rien faire, ça, on le sait. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des façons de faire. Quand même. Surtout quand on ne peut rien faire. Exactement. Vous voyez, mais vous le faites déjà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des choses aussi qui demandent du travail en plus, qui demandent un investissement. Et c'est ça qui n'est pas juste. Mais donc, ne minimisez pas ce que vous faites. Ne minimisez pas ce que vous faites. Parce que c'est en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on apprécie. Mais ça nous passionne. Ça nous passionne. Je comprends tout à fait. C'est pas parce qu'on est passionné qu'on ne travaille pas énormément. Énormément. Et ça aussi, c'est injuste. L'objectif pourrait être celui d'être vraiment considéré, c'est-à-dire au niveau horaire, au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail, pour le travail qu'on mène, même si c'est une passion. Pas seulement de côté et hobby. Non, il faudrait que ces choses-là soient institutionnalisées et respectées comme elles doivent l'être, à mes yeux.